Devant le temple ancestral du clan Chen, situé dans le bourg de Luozhou, arrondissement de Zhongshan, municipalité de Fuzhou, Chen Xiaoliang présente non sans fierté ce temple de son clan. Un panneau portant une inscription du gouverneur Zhuo Zongtrang, 2 sentences parallèles calligraphiées respectivement par Li Hongzhang et Zhang Zedong, 2 des grands ministres d'État, sont mis en évidence dans la grande salle du temple. Comment se fait-il que dans ce petit bourg côtier très éloigné de la capitale, le temple d'un clan ait-il pu obtenir des épigraphes de plusieurs mandarins de la dynastie Qing? Le bourg antique de Luozhou, rattaché à l'arrondissement de Zhongshan, municipalité de Fuzhou, à 8 km du centre-ville, est un îlot à l'embouchure de la rivière Min. Il doit sa réputation à son relief en forme de paludine et à des récits légendaires consacrés à cette petite bête. C'est une contrée verdoyante entourée d'eau. Avec une superficie de 6,4 km² et une population de plus de 10 000 habitants, mais plus de 100 mandarins haut placés furent issus de cet îlot sous les dynasties des Ming et des Qing. Le clan Chen peut être le représentant de cette terre génératrice d'hommes de grande valeur. Nous Luozhou 城市在明清时期出了22个进士，108个举人，出了尚书1个，帝师1个，帝师1个，尚书1个，尚书1个，一个兵部侍郎兼内阁学士，出过这么多的人。在民国时期出了10几个将军，现在有3个院士。 Rien d'étonnant à ce qu'un clan générateur de talent comme celui-ci ait forcé le respect de la part de mandarins très haut placés de la dynastie des Qing. Zhuo Zongtrang, collègue des mandarins Chen dans le cabinet impérial, a calligraphié l'enseigne du temple ancestral du clan. Li Hongzhang et Zhang Zedong souhaitaient leur épigraphe. À l'intérieur du temple, les parois sont excessivement couvertes de panneaux portant des inscriptions élogieuses. Chen Xiaoliang explique qu'une décoration pareille revêt une grande signification. 我们祠堂里面，一村子都挂了牌匾，啊，现在还有108面，啊，没办法，啊，没有地方挂，啊，挂牌匾主要就是说要激励后来人，要努力学习，啊，要有功于国家，啊。 在祠堂里面才有里面的地位。 Cette méthode d'éducation ne manque pas d'affirmer la volonté des descendants de ce clan d'accomplir quelque chose qui vaille à leur actif. Les panneaux sont légion. 这些执事牌都是咱们陈氏的后裔的这个当过的官职吗？这个执事牌就是陈乐里所当的官。 他这里还不止，他还总共当了24任。这是一个人所担任的官职。对。哦，他还不止这些，一共有24人。对。哦，那这些官职里面，他哪个干的时间最长？刑部尚书，他总共当了9年。当了9年，这么长时间。Chen Zhuolin, né dans le bourg antique de Luozhou en 1759, devint un clerc promu à 28 ans et commença dès lors à grimper dans la hiérarchie politique jusqu'au poste de ministre de la Justice, en rendant service successivement aux empereurs Qianlong, Diaqing et Daoguang. La réussite de Chen Zhuolin marqua le début de la splendeur de son clan. Mais ce mandarin très haut placé faisait profil bas. Il recommandait à sa progéniture d'être honnête et gentil avec tout le monde dans l'intérêt du développement de leur clan et d'être solidaire avec eux. Chen Zhuolin, intègre et honnête, était hautement apprécié par la population locale. Lin Zexu, son contemporain, se réclamait de lui. L'empereur l'a aussi gratifié à maintes reprises. Ces 5 caractères fous, bonheur, fortune ou aubaine, ont été calligraphiés par les empereurs Diaqing et Daoguang. 一般人家挂福字就挂1个福字，咱们这一下挂了5个福字，是怎么回事？
因为说按照我们福州人来讲，人生要享五福，第一个福就是说要贵，做官才会贵；第二个福就是禄，吃国家的俸禄；第三个福就是寿，男人要享50岁以上，第四个福就是说要有子孙，还有一个福就是说安逸。安逸啊！一个家庭里面一定要有安逸，如果没有安逸啊，你鸡与肉排在那里你也吃不了。安逸也就是说和谐。Ces 5 panneaux portant le caractère fou peuvent être considérés comme la plus grande gratification impériale pour Chen Zhuolin. La splendeur clanique ne se limitait pourtant pas à lui seul. Après lui, 10 descendants du clan Chen à Luozhou. Comment est ce vivier de talent que le bourg de Luozhou, générateur d'une famille si remarquable? L'ancienne demeure de Chen se trouve non loin du temple ancestral du clan. Une sentence parallèle sur la porte dit « Colline dragon tigre devant chez moi, terre phénix unicorne sous mes pieds », décrivant de façon palpitante la topographie de Luozhou. Le bourg antique fait face à un mont qui a 5 sommets en forme de tigre au sud, d'où vient son nom de mont à 5 tigres. Et la rivière qui arrose le bourg est la rivière Dragon Noir, une portion de la rivière Mine. D'aucuns disent si Luozhou est le déclencheur de l'émergence de talent, c'est parce qu'il est doté de conditions géomantiques favorables. Panué, un travailleur culturel chevronné de l'arrondissement de Tangshan, municipalité de Fuzhou, connaît comme sa poche l'histoire humaine de la région de Luozhou. Selon lui, l'émergence continue de talent à Luozhou est due à l'éducation. Un temple de Confucius construit sous la dynastie des Trang est en bon état de conservation à Luozhou. C'est l'unique temple du style de Fujian. Sous les dynasties des Trang et des Song, très hiérarchisées, seules les unités administratives de district et au-dessus avaient le droit de construire leur temple de Confucius. À ce que l'on dit, les autorités hiérarchiques locales voulaient ouvrir une enquête sur cette affaire et démanteler le temple qui venait d'être inauguré. On ne savait pas que faire. À ce moment, un lettré se fit fort d'aller intercéder. 他找了这个府县的官员，对他们说：“我们建这个文庙确实是伪制，可以由你们官府来处理，但是史上只听说建文庙，未见拆文庙，是否如果是拆了文庙，该当何罪？”然后呢，县衙就再也不敢去追究这件事。 La présence d'esprit dont avait fait preuve ce lettré a permis à ce temple de subsister. Plus tard, des écoles privées furent successivement ouvertes dans le bourg de Luozhou et ses alentours. Ce bourg respire davantage la culture depuis. Chez les Chen, une autre figure qui se taillera une place de choix en Chine est aussi née dans cette ancienne demeure. Un complexe Chen tranche sur les autres habitations dans le village, bourg de Luozhou. C'était la résidence de Chen Chenxiu, petit-fils de Chen Zhuolin. Construite sous la dynastie Qing, à côté de la demeure ancestrale, elle est témoin depuis plus de 100 ans aussi bien de la prospérité que du déclin du clan Chen à Luozhou. 这块牌匾是宣统皇帝送给这个屋主人的这个寿匾，是他82岁高龄的时候的生日，而且在他前一年又是他 中进士满一个甲子，就是60年。哦，这个很不简单。中完进士满60年。这进士满60年人还在，而且还为官的实在是非常少。所以说他有这样的一个荣誉。这什么意思呢？这个？这个秦陵人类，秦陵就是参加科考中国进士称为秦陵，因为有赴秦陵宴。那人类是这种高富的人才有这个人类的之称。Comme les descendants vivent tous à l'étranger, il appartient pour le moment au gouvernement local de s'occuper de cette ancienne demeure couvrant une superficie de plus de 4000 mètres carrés. Dans cette maison construite par Chen Chenxiu, tout est raffiné et chaque détail de la décoration a une signification particulière.
当中那条朱红色，而且有这个金色花纹的那个叫灯杆。灯杆在这个福州地区的建筑是非常重要的作用。你比如说它的钉在上面钉子，不能全钉进去，一定要露出来，叫露钉。就是说它才有以后才有男丁才能兴旺。还有一个它的所处的位置也有讲究。建成以后要请风水先生来看，认为你这个家都比较适合留在本地来发展，还是到外面去发展。他一定下来以后就可以。你比如说他这个在中级的前面在中级的前面，那就是说他要到外面去发展。Coïncidence, la plupart des descendants du clan Chen à Luozhou sont allés développer leurs affaires ailleurs. Mais le cas de Chen Chongqiu, constructeur de cette maison, fut un cas exceptionnel. Chen Chongqiu avait obtenu le grade de clerc promu à 25 ans. Mais peu après, il se démit de ses fonctions. Ceci pour pouvoir s'occuper de son père dans son village natal, alors que celui-ci n'avait que 42 ans. On ignore la vraie motivation de sa démission, mais ce fut une aubaine pour sa famille. Chen Chongqiu avait 6 fils, dont 3 clercs promus et 3 licenciés. Chen Baochen, son fils aîné, était le plus intelligent des 6. 陈宝珍就出生在这个大院落里头。他13岁中秀才，18岁中举人，21岁中进士，36岁就做到学士兼礼部侍郎。他开头的这个官宦的这个路途走得比较顺利，所以当他这个在37岁担任这个会办南洋大臣的时候呢，这个他的父亲就非常担忧，写信给他说。像你这么年轻就担此重任，我很为你担忧。L'inquiétude de Chen Chongqiu n'était pas infondée. Une catastrophe allait s'abattre sous peu sur son fils Chen Baochen. En effet, dans les années 60 du 19e siècle, la Chine était en proie à des troubles intérieurs et victime d'invasions étrangères, à savoir le mouvement du royaume céleste des Taiping et des convoitises des puissances de l'Occident. L'impératrice douairière Cixi détenait le pouvoir de la cour impériale. Chen Baochen parlait sans embâche et avait le culot de dénoncer les vices politiques. Lui, Zhang Zedong, Bao Ting et Zhang Prelun étaient considérés à l'époque comme les 4 grands mandarins capables de faire des remontrances à Sa Majesté. Chen Baochen a même commis un crime de lèse-majesté. Une fois, un eunuque nommé Li Sanshun, eunuque de confiance de Cixi, voulait sortir par la porte Wumen, interdite aux eunuques. Mais la garde impériale lui a barré le passage. L'impératrice douairière Cixi voulait punir les hommes de faction concernés. Chen Baochen adressa alors des remontrances à Sa Majesté pour la dissuader de tuer des soldats innocents. La guerre sino-française éclata en 1883. 2 ans après, Chen Baochen se vit infliger une quintuple rétrogradation pour avoir recommandé Trang Xiong et Xu Yansu, respectivement le gouverneur du Yunnan et le vice-gouverneur du Guangxi, tous les deux tenus de partager des responsabilités de la défaite chinoise dans cette guerre. Chen Baochen, âgé alors de 38 ans, quitta la hiérarchie politique et retourna à Luozhou, son bourg natal. C'est le pavillon Beiwang pour regarder vers le nord, l'une des 5 maisons de la demeure ancestrale du clan Chen à Luozhou. Un portrait de l'empereur au pouvoir était accroché à un mur de ce pavillon pendant un certain temps. À l'époque, Chen Baochen, destitué, venait ici chaque matin pour regarder de loin la capitale et rendait hommage dans la direction du nord. Les villageois voisins voyaient souvent un vieillard triste, assis sur le balcon. 陈宝珍当时经常在这里看着日出，那在远处那个农作的农民经常能够看到他在这里冉冉有词，或者是泪流满面，说他有老头子有点疯疯癫癫呢，实际上他并不是这样，他当时完全是一个担忧着当时的时事，在回想当时能够参与国家的这个政事为国这个分忧，而现在是空有一身抱负，却无法为社会来做出一些贡献，那这样一种的惆怅的心情。Comme il n'avait plus aucune chance de réintégrer la hiérarchie,
Chen commença à vivre une vie croupissante centrée sur la lecture. Le pavillon Zeshu, livre donné par des empereurs, fut la première construction que Chen Baochen a réalisée après son retour dans son village natal. C'était sa première bibliothèque personnelle constituée d'ouvrages donnés en gratification par les empereurs Diaqing et Daoguang. Dans les dernières années de la dynastie des Qing, on disait à Fuzhou que le fonds bibliothécaire du clan Chen était le plus important du Fujian. Mais les deux bibliothèques sont vides aujourd'hui. Pan Yue nous explique, Chen Baochen a fait don au soir de sa vie de la plupart de ses livres à des bibliothèques universitaires de Fuzhou. L'école normale supérieure du Fujian est un établissement d'enseignement supérieur centenaire. Son nom précédent, c'était l'école normale pilote du Fujian, fondée par Chen Baochen. Elle abrite plus de 10 000 volumes donnés par Chen Baochen. 陈宝成书就是陈宝成的最小的儿子叫陈立优题词的。那这个里面的书这里籍都是面是陈宝成对捐赠给咱们捐赠的。哦啊，请进。哦，这个啊，这都是什么？都是书箱啊。书箱，对，书箱。哦，没有像那个书架那种摆放是吧？没有，它这个是针对南方这种古籍的容易那个发霉长潮。 或者说长虫，它专门有这书箱，既防虫也防潮，然后也防尘，所以它这个书箱是不是也都是当年陈宝琛家里他们自己做的呢？从我们现在考证来看，应该是当年到他家做的。你看这个书箱上面这个刻的这个书名、这个字体跟这个颜色都是一模一样的。哦，应该是他们家的，都很精致啊，都很精致。哇，所以这些书箱就是。 到现在为止，至少都是100年以上的，100年以上的书箱，对。Par ces coffres à livres raffinés, on comprend la place prépondérante que le livre occupait dans l'esprit des Chen. Ce don contient des collections personnelles des Chen, mais aussi un grand nombre de livres donnés par des empereurs. 像这一套就贵是说文译正啊，就是当初次数楼的藏书。 那说明说，就这个书当初是属于皇帝赐给。哦，这个就是这个上面写的是什么？明县陈氏次书楼藏真本图书。那这个章就能够证明它一定是在次书楼里，也就是皇帝赐给他的书。对。 Le fonds bibliothécaire des Chen porte sur un large éventail de secteurs. Il était constitué, à part des livres donnés par des empereurs, de recueils de poèmes et d'anthologies. 从常常收藏的这个图书来看，它有多种形式的啊，一种比较大套的，它反正一个箱子就是一套书，一个箱子就一套书。那有一些书呢，它比较小的，就像我们的袖珍本，古代叫做金香本啊，比如说像这一套，是御制。 白居易新乐府啊，它这典型的金香本，做的非常的讲究。你看，它这个书面的这个是这种的红木的，那里头是册页的，一页一页的，便于它这个在路上阅读的。这个能拿开吗？啊，可以一页页都可以打开。这个您分离一下，能我看看？那个我可以拿是吧？可以拿。哦。 它这个叫金香本，完全可以单拿这个，就我们现在卡片似的，这非常便于携带。对，非常便于携带。哦，对，这可以打开。La famille Chen était une famille de lettrés traditionnels. Le livre constituait une composante intégrante de sa vie, pour ainsi dire. Alors pourquoi Chen Baochen en a-t-il fait don? 陈宝琛呢，他还有一个非常。 新的一个藏书理念，他看到的西方这个图书馆制度传到中国以后，图书馆最大的一个跟藏书楼不一样，就是向公共开放，所以呢，他提出了一个藏书就藏于私不如藏于公，所以呢，他首开福建私家藏书大量向图书馆捐赠的先河。
À partir de 1929, Chen Baochen commença à offrir plus de 50 000 ouvrages à l'école des sciences politiques et juridiques du Fujian, ainsi qu'à l'université Concorde du Fujian, 2 écoles privées. Ces dons furent assortis d'une unique exigence, l'emprunt gratuit en faveur des enseignants et des élèves. Faire don de livres, fonder des écoles, Chen Baochen destitué n'a jamais renié son allégeance à la patrie. Le destin se moque bien de nous, comme on dit. Comme il ne s'y attendait pas, le destin donna à Chen Baochen, triste, une deuxième chance de servir sa patrie après 25 ans de retraite. L'empereur Guangxu et l'impératrice douairière Cixi décédèrent en 1908. Puyi, le dernier empereur de la dynastie des Qing et de la Chine, monta sur le trône la même année. L'année suivante, Chen Baochen, à l'âge de 62 ans, retourna à la capitale et reprit ses anciennes fonctions auprès du nouvel empereur. Chen Baochen fut nommé entre autres enseignant de cet enfant empereur, ce dont son clan était le plus fier. En effet, Chen Baochen commença à enseigner à partir de 1911 la langue Han à Puyi, âgé de 6 ans. Dans les yeux de celui-ci, son maître qui parlait avec un fort accent du Fuzhou était un érudit d'une grande simplicité. 我曾经在他的回忆录《我的前半生》里面有这样对陈宝珍进行过评价，说他是我的唯一的这个精神支柱。 La dynastie des Qing s'est éteinte alors que Chen Baochen, très enthousiasmé, était prêt à la servir. Il quitta la cité interdite, puis Beijing avec Puyi. Plus tard, il essaya de convaincre ce dernier de ne pas se rallier aux Japonais à Changchun, mais en vain. Et il fut obligé de le quitter en 1932. Étant dans l'impossibilité de retourner à Luozhou, son bourg natal, il mourut des suites d'une maladie dans sa maison à Beijing en 1935. Il avait 88 ans. Certes, la vie de Chen Baochen a été remplie d'embûches, mais la famille Chen de Luozhou n'est pas tombée dans la décadence pour autant. Dans le temple ancestral du clan Chen, on peut voir des photos de ses descendants d'élite accrochés au mur, dont entre autres l'économiste de grand renom Chen Daisun, l'académicien Chen Biao et le physicien renommé Chen Hu. La famille Chen continue à former des talents versés dans divers domaines. Et le bourg antique de Luozhou doit son resplendissement à la splendeur du clan Chen. Le matin, de très bonne heure, une dizaine de brodeurs commencent déjà leur journée acharnée dans cette cour de la banlieue de Beijing. Le produit qu'ils élaborent s'appelle broderie de Beijing, une spécialité unique dans la région du nord du pays. Auparavant, ce genre de choses était exclusivement réservé à l'usage décoratif des habits de la famille impériale. La broderie portait aussi le nom de broderie impériale. Tout commence par la conception du motif. On dépeint le contour d'un motif sur un papier blanc huileux. Puis, à l'aide d'un poinçon, on perfore de fins trous suivant les lignes. Selon la méthode traditionnelle, on prend un morceau de tissu, on le trempe dans une poudre spéciale, puis on le frotte contre le dessin. Grâce au trou, la poudre laisse le motif sur le support. La broderie de Beijing la plus courante est la broderie de soie. Cette soie est la soie du ver à soie. Elle peut être teintée de la couleur voulue. En fonction de différents produits prévus, le brodeur fait des fils plus fins. Plus fin est le fil, plus fine sera la broderie finale. Les jeux de couleurs le plus couramment utilisés sont d'une dizaine en broderie de Beijing. Chacun des jeux comporte 4 à 5 couleurs dégradées.
Il n'existe pas de normes figées pour l'assortiment des couleurs des fils. Par imagination et par empirisme, les brodeurs inventent des motifs harmonieux. Le nombre de piqûres fondamentales de la broderie de soie se chiffre à une dizaine. Les plus courantes sont piqûres longues et courtes associées, piqûres plates, piqûres en saule pleureur, piqûres en épingle. Il n'existe pas de règle figée pour le choix de la piqûre à l'œuvre. Le choix de la piqûre dépend du motif à broder. Un bon brodeur maîtrise les différentes piqûres et chaque coup est à sa juste place. Pour la broderie de soie, l'alignement des piqûres et l'adresse sont la règle d'or. Autrement dit, les points doivent être homogènes, serrés et bien alignés. Comme l'étoffe et le fil sont en soie, quand on est à l'œuvre, on doit veiller à travailler dans le sens des fibres de la soie et du fil. Cette façon de procéder permet de mettre en valeur la réfraction des rayons de la soie pour donner la brillance et la richesse à l'œuvre. Quoique n'ayant qu'une face, une broderie de Beijing, correctement confectionnée, peut présenter un motif identique des deux côtés. Plus de 100 couleurs sont utilisées pour exécuter cette broderie, mur des 9 dragons. Grâce aux piqûres alternatives de la broderie de Beijing, qui me permet de faire évoluer les couleurs couche par couche de façon dégradée, les artisans créèrent une merveille. Rien que cette vague a nécessité 5 couleurs pour être représentée. À la différence des broderies du Sud caractérisées par leur finesse, leur réalisme et l'élégance simple des couleurs, la broderie impériale, réservée au début à la décoration vestimentaire de la cour impériale, a son style, sa forme et ses règles bien déterminées. Malgré la multitude et la complexité des couches, la broderie donne une sensation raffinée et ordonnée avec des couleurs somptueuses, sans être poussée à l'excès, ce qui permet de dégager l'ambiance antique au milieu de la magnificence.